Moss in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Go. Bonsoir, bienvenue à la meilleure émission de la planète, même du monde entier, même de l'univers, sur la NFL. C'est Eugène et Tartiflette, présenté par moi-même, Scooby. Ce soir, je suis accompagné du meilleur expert au monde, Rémi. Bonsoir Rémi. Salut Scooby, comment tu vas? Ça va, donc pour récap un peu ce qu'on fait, nous on est des experts, on s'est auto-proclamé experts parce qu'on pense qu'on est les meilleurs et qu'on sait tout, et donc du coup on se proclame experts. C'est beaucoup plus simple que d'avoir des diplômes et d'être certifié par n'importe qui. On fait des pronos NFL, allez voir notre page prononfl.com, pronos à la fin S, n'oubliez pas le S, c'est important. Et on parle de NFL, d'actu, de tout ce qui se passe d'une manière très détaillée et d'une manière très sérieuse. Non, je rigole, on est là plus pour déconner et pour rigoler. Et n'oubliez pas, au fond, Rico, à la technique, on t'oublie pas Rico. Ce soir, on va revenir un petit peu sur la semaine, dans un premier temps, repack de la semaine, avec plein de choses super intéressantes. Eh oui, Bengals Steelers, quel match, quel beau match. On va pas entendre le détail du match, mais victoire des Bengals, à la grande surprise de beaucoup. Et surtout, le derby des vieux. Le derby des vieux, des deux dinosaures, Aaron Rodgers et Joe Flacco. Joe Flacco qui nous a pondu un match digne de MVP Joe Flacco pour les plus anciens, avec plus de 300 à la place et 3 touchdowns. Ça y est, c'est bon? C'est le retour? On a vu c'était bien, ça a duré 2 minutes encore. Du grand January Joe. Non, franchement, c'était un beau match. Là, on sent toujours cette rivalité entre les Steelers et toutes les franchises de Joe Flacco, en fait. Beau match. Surprise, oui, clairement, parce que les Bengals étaient au fond du trou. Je le répète chaque semaine, mais ces Steelers, je suis pas méga convaincu. Après, on peut pas dire qu'ils aient fait un mauvais match, surtout au niveau offensif, avec ces 4 touchdowns pour Rodgers. Il y a quand même du déchet avec les 2 interceptions. Ces Bengals, je pense qu'ils peuvent venir embêter un petit peu leurs adversaires. Ça n'en fait pas un concurrent comme ils le sont avec Joe Burrow, c'est clair. Mais bravo à Monsieur Flacco qui revient derrière une ligne offensive assez poreuse qui au final a fait le boulot, étonnamment. Et voilà, respect à lui, franchement, une grosse fiche face à une telle défense. C'est pas mal du tout. On va revenir rapidement après dans ce match-là, mais moi j'avais voulu revoir un peu les autres matchs de la semaine, des choses qu'on s'attendait. Colts qui mettent 38 points aux Chargers, énorme. Jonathan Taylor toujours. Est-ce que Taylor est le vrai MVP de l'équipe, peut-être pas Danny Dimes qui fait un match correct aussi quand même, mais offensivement en tout cas ça déroule et maintenant les Chargers sont à 4-3. Ensuite, pour les choses qui peuvent se passer pour cette semaine aussi, on parle de bonnes choses, de belles attaques, mais on peut revenir aussi sur la super conférence de McDaniels, où j'ai l'impression qu'au-delà du divorce Daniels-Dolphins, on a un petit divorce Daniels-Tua Tagovailoa. Si Rémi, tu veux dire ce qu'il a dit, Mike? J'ai pas le détail de ce qu'il a dit, mais il m'a bien énervé en fait, parce que j'ai l'impression qu'il fout le feu dans une équipe qui est... Enfin, après, mettre le feu dans un navire qui est en train de couler, je sais pas si c'est vraiment grave, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Il a une manière un petit peu trop détachée d'aborder les choses, et ça fait un petit peu, c'est pas de ma faute, regardez ce que j'ai au poste de quarterback. Après, je dis pas que Tua est défendu. D'ailleurs, j'aime bien son nouveau surnom, Tua Turn de Bolova. Mais voilà, c'est une franchise qui est pour moi en train de s'effondrer. La seule solution pour essayer de reprendre un peu le cap, c'est déjà de virer son coach, je pense. Parce que virer toute l'équipe, c'est compliqué. Et voilà, je sais pas si tu as le détail des citations de monsieur... c'est simple, il lui a dit qu'est-ce qu'il faudrait changer. Il a dit peut-être ne pas faire 10 interceptions. Ouais, la classe. C'était la classe. On sent le soutien du coach, c'est vraiment cool pour l'ambiance du vestiaire. C'est super. Voilà. De toute façon, pour rappel, les Browns qu'on pensait perdre contre les Dolphins se sont pris une raclée, enfin ils ont mis une raclée, excusez-moi, aux Dolphins, 31-6, avec un énorme jeu au sol, à croire que tout le monde peut courir contre les Dolphins. Hein.
C'était vraiment problématique. Et les Dolphins qui m'ont impressionné leur jeu au sol, mine de rien, à 99 yards contre la meilleure défense au sol du pays. C'est quand même pas mal. Peut-être qu'il y a un petit truc à faire, mais bon. À voir, c'est peut-être que Queen Ewers est l'avenir, mais bon. Ensuite, pour les matchs de cette semaine, on a eu des Dallas Cowboys qui ont respecté ce qu'on a dit au final. Ils ne se sont pas pris 30 points, ils en ont mis 40, ils ont gagné. C'est Dallas. Ouais. Dallas, ils vont s'en prendre des points, mais tant qu'ils s'en prennent pas 30, ils gagnent. Ouais, j'ai été déçu par l'attaque des Commanders par contre sur ce match-là. C'est vrai que Daniel, il a encore mal. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'était un... Certains l'appellent Orgy Freeze qui n'a pas plu à sa mère. Mais, c'est pas cool quand même. Ouais, pas terrible. Mais c'est vrai que les Cowboys, en tout cas, moi, je maintiens ce qu'on a dit. C'est peut-être la meilleure offense de la NFL, en tout cas. Ouais. Et s'ils peuvent leur défense faire le minimum, ils vont gagner le match. Parce qu'ils vont en planter 30 et 40 contre n'importe qui. Effectivement. Il leur manque peut-être un petit élément disrupteur en défense qui est peut-être parti du côté de Green Bay. Après, toutes ces interrogations, ces questions sur les matchs, mais bon, certains matchs ne nous ont pas trop surpris, d'autres oui. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe dans cette NFL ? What the fuck is going on? What is wrong with the NFL? Je pense que si tu te poses avec quelqu'un qui a fait un coma et qui n'a pas vu le début de saison et tu lui expliques ce qui se passe, il ne comprend rien. Il dit, mais de quoi tu me parles? Comment ça, les Colts et les Patriots sont les meilleures équipes de l'AFC? On est où? On est en 2004 avec Brady Manning. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en NFL? Moi, c'est notre premier thème de la soirée, c'est qu'est-ce qui se passe en NFL? J'ai l'impression qu'on aborde un petit peu ce thème indirectement chaque semaine parce que la NFL devient absolument imprévisible. On a des équipes à l'image un petit peu des Falcons qui peuvent être fantastiques une semaine et catastrophiques la semaine d'après, comme les Bills qui ont été très bons pendant 4 semaines et puis qui se font éteindre 2 semaines de suite. Et qui sont pourtant une équipe, voilà, ça fait partie des favoris de la ligue. C'est un peu, je sais pas, j'arrive pas à comprendre cette NFL. Est-ce que c'est un nivellement par le bas entre guillemets en se disant les équipes sont plus si performantes que ça, ou est-ce que c'est simplement que maintenant tout le monde peut être bon? C'est vraiment compliqué de répondre à cette question. Toujours est-il que c'est impossible de prédire la NFL. Je pense que tu parlais d'un coma de 2 mois, je crois que tu fais un coma de 2 semaines, tu comprends déjà plus rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? C'est que c'est bien, on aura du suspense, peut-être jusqu'à la fin de la saison, et que à chaque semaine, il y aura son lot de surprises. C'est plus difficile pour nous, les soi-disant rois du prono, de faire quelque chose de correct, mais voilà. Les équipes de NFL ne nous aident pas, ça c'est sûr. En tout cas, il y a un truc qui ne change pas. Les Jets ont perdu 0-7 défaite contre les Panthers. Au moins, c'est un peu la blague qui ressort tout le temps, hein, parce qu'il y a plusieurs mèmes qui sont sortis sur le fait que la NFL, c'est un peu n'importe quoi cette année. Les Jets sont derniers. Ouf, ça n'a pas complètement changé. Il y a quelque chose de constant. Mais c'est vrai que le nivellement vers le bas, c'est un vrai débat. Parce que, alors peut-être sous forme de passéisme un peu ou de nostalgie, on a tendance à dire que c'était mieux avant. Et c'est vrai que peut-être que moi qui ai vu la NFL depuis un petit peu avant, j'ai cette impression-là aussi. Quand on voit les top joueurs actuels, j'ai pas l'impression qu'on ait quelqu'un qui est... Je veux dire, on n'a plus de Manning, on n'a plus de Brady. C'est qui le meilleur quarterback de la NFL? C'est qui le MVP cette année? On pensait Mayfield, je dois dire Darnold. Darnold ou Stafford, ou je sais pas qui. Qui est-ce qu'on peut dire qui est MVP cette année? Peut-être Jonathan Taylor, hein, on en est. Donc c'est vrai que la NFL est assez fluctuant et rien n'est. Alors ça rend, je pense, l'intérêt des matchs plus intéressant. C'est-à-dire que tous les matchs sont serrés, on ne sait jamais qui peut battre qui. Il n'y a pas un qu'on est sûr qu'ils vont gagner. Je veux dire, je me rappelle quand on avait dit avec enthousiasme ici, ouais, Chargers, ils vont éclater les Giants, c'est sûr. Ils ont perdu. Pas du tout. Alors, ils sont c'est l'inverse. Eagles, Giants. Ouais. Browns, Packers, Browns, ils vont se faire, ils ont gagné.
Donc il n'y a rien de prévisible et je pense que la NFL a un problème de niveau global qui fait que en fait, finalement, comme étant donné qu'il n'y a plus de joueurs super dominants, bah, ça s'entrechoque et donc du coup, d'un point de vue stats, match, c'est intéressant, mais d'un point de vue purement spectacle, c'est un peu chiant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te En termes de rejoins niveau. je te rejoins sur pas mal de points et ça ouvre la porte effectivement à pas mal de surprises, mais le problème c'est qu'on a des surprises qui sont souvent dues aux erreurs des adversaires, à des faiblesses tactiques, ici, je suis allé voir le match à Londres entre les Jacks et les Rams, on en reparlera sans doute, mais on en reparlera d'ailleurs. Mais voilà, si une équipe gagne parce que l'autre équipe a fait 15 pénalités sur la rencontre, voilà, c'est un peu grossier, quoi. J'aime bien voir une équipe gagner parce qu'elle est parfaite et qu'en face, il y avait quand même de la résistance. On a souvent des matchs où en fait, il n'y a plus de résistance d'un côté, où ça s'effondre, où c'est pénalisé, où ça fait des grosses erreurs. Voilà, c'est un peu dommage de voir des matchs qui se jouent sur les erreurs adverses plutôt que sur les réussites d'une équipe. C'est à se poser la question sur ce qui se passe actuellement, mais ça me permettra de parler de ce qui se passe ensuite par rapport au fait que tout est imprévisible. C'est un peu pour parler de notre prochain match, mais c'est aussi un thème que je voulais parler, c'est un peu des nombres un peu spéciaux. Et moi, le premier nombre que je vais te demander, une question, Rémi, quelle équipe cette année n'a fait que gagner ou perdre de moins d'un TD d'écart? Moins d'un TD d'écart. Ah. Ils ont perdu et gagné toujours que de super séries. L'année passée, il y a une équipe qui a fait ça très longtemps. C'est peut-être pas du tout ça, mais j'ai envie de dire les Eagles parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours dans des matchs un peu. Il me semble que contre les Giants, ils ont un peu fait secouer. Oui, c'est vrai. La réponse, c'est une équipe à 2-5. C'est les Cardinals. Les Cardinals, c'est juste. Oui, et en plus, je me demande s'ils n'ont pas mené dans les 3 derniers quarts-temps de plus de 7 points, non? C'est des questions à se poser, mais en tout cas, dans tous leurs matchs, j'ai regardé, ils sont à 2-5. Ils ont perdu 31-27, 27-23, 22-21, 23-20, 15-16. Ils ont gagné 20-13 et 22-27. Donc, il n'y a pas un match avec Arizona, c'est leur chiffre un peu. Ils ont un bilan de 2-5 où tout le monde leur dit qu'ils ne sont pas bons, mais au final, à une position d'écart à chaque fois, ils peuvent être invaincus. Dans tous les matchs, contre n'importe qui. Sur les 3 dernières rencontres, c'est bien ça la stat, ils menaient de 7 points ou plus dans le 4e quart-temps. Voilà. Donc, il y a peut-être une question à se poser au niveau de la gestion des fins de match. Il faut demander à Coach Gannon. Coach Gannon, quand on lui a demandé, je ne sais pas si vous avez vu passer, pour quand est-ce que la fois ils a dû mettre les émotions de côté quand il coachait. Tu as vu la réponse de Gannon? Non, j'ai pas vu. Il a dit en 2007, quand notre quarterback est allé en prison, en parlant de Michael Vick. J'ai trouvé, il a mis après un blanc interstellaire dans toute la salle. Où tout le monde s'arrête dans le blanc des yeux. Super envie. Mais en tout cas, pour rester dans les chiffres, parce que c'était sur table mon thème, c'est le thème des chiffres. Ouais. Les Packers ont remporté ce match-là contre les Cardinals. Ils ont gagné combien, Rémi? Ils ont gagné combien? J'ai même plus le score. 27-23, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Ouais, ils ont gagné 27-23. Est-ce que tu peux me dire les matchs des Packers contre qu'ils ont gagné, combien ils ont scoré à chaque fois? Je sais pas te dire, mais est-ce qu'ils ont marqué à chaque fois? Est-ce qu'ils ont mis 30 points? Ouais, je dirais entre 20 et 30 points à chaque fois. Hein. Ils ont mis 27 points à chaque fois dans toutes leurs victoires. Sérieux? C'est beau, bravo. C'est une belle stat, ça. Est-ce que tu sais quel âge avait Aaron Rodgers quand il a gagné le Super Bowl? Est-ce que tu sais l'âge d'Aaron Rodgers quand ils ont gagné le Super Bowl? Bon, du coup, j'ai envie de te dire 27 ans, mais... Ouais. Quel âge avait Brett Favre quand il avait gagné le Super Bowl? 27 ans. Quel âge a Jordan Love? 27 ans. T'as vu, hein? C'est pas mal, hein? Ah là là, c'est beau.
Je trouve que en tout cas, il va avoir 27 ans sous peu en novembre. Ouais. Et je trouve que c'est la stat du siècle. C'est-à-dire que non Ouais, seulement c'est bon, ils ça. mettent à chaque fois le QB des Packers qui a 27 ans, les 3 derniers QB, enfin on va dire starter, ils ont été champions NFL à 27 ans, mais en plus là, Love il va avoir 27 ans et là les Packers cette année ils ont gagné qu'avec 27 points. Ouais. Et donc c'était C'est un peu un signe, la stat. un signe du destin. Ouais, donc les chiffres là ne parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, un autre chiffre assez intéressant, c'est 81. Est-ce que tu sais ce que c'est que 81? Non, je l'ai pas là. Ah, le total d'âge C'est l'âge entre Flacco et et Rodgers. voilà, c'est ça. Donc on a deux quadragénaires confirmés C'est qui sont impressionnant. affrontés en Thursday Night. Et là, Et qui pour sortent parler avec un 7 peu du touchdowns sur la fromage, rencontre, en plus. voilà. Et si je te dis pour un dernier chiffre, 1062. 1062? Ouais. Oh, j'ai pas. C'est 1062 victoires. C'était 1062 rencontres en fait, dans lesquelles les équipes menaient de 18 points à 6 minutes de la fin. Donc ils ont tous gagné. C'était à 1062-0. Sauf un. Ils l'ont fait, les Giants de New York, qui ont perdu un match. Alors pour résumer, le match, pour le moment, un peu le match de l'année. Hein. Ouais. Giants Bengals, Broncos, pardon. Alors, pour vous dire que c'est assez n'importe quoi ce match-là, le score était dernier carton, ouais. pour les 19 pour les Broncos. Comme j'ai expliqué, à 6 minutes de la fin, les Giants menaient de 16 points. Et ils ont trouvé le moyen de perdre. Perdre de combien de points 2 points. Ils ont perdu. Ouais, d'un point, 33 à 32. D'un point, oui. Et il rate 2 extra points, c'est ça. Ouais. Et 33 points. Ils ont écrit quoi, 33 points. Est-ce que tu sais c'était quoi comme jour spécial? Non, j'ai pas. C'était l'intronisation au Ring of Honor de Demarius Thomas. Ah oui, effectivement. Qui est décédé à 33 ans. Et tu sais à quel âge est mort Demarius Thomas? Qui est mort à 33 ans. Exactement, c'est juste. Je trouve que ça fait beaucoup. Scooby le numérologue. Là, on va faire des histoires de numéros dans tous les sens et de quiz parce que là, ça n'a plus aucun sens. Là, je t'ai sorti plein de chiffres et je trouvais ça dingue à chaque fois quand tu cliques, tu fais ah ouais, le destin. Mais sinon, pour nous parler un peu plus du match, t'en as pensé quoi, tiens? Parce que c'était quand même un match. Voilà, moi je pensais qu'il était fini hein, quand les Jets sont marqués. Oui, c'est un match de dingue. Je t'avoue, je pensais pas que c'était fini parce que je le regardais justement avec un ami et tout le long de la rencontre, je lui ai dit j'ai l'impression que les Broncos vont gagner. Et le seul moment où j'y ai pas cru, c'est justement quand ils passent devant et qu'après il y a le long drive, enfin le drive rapide des Giants derrière. Mais alors, au final, on se rend compte que les Giants peuvent être quand même dangereux contre un petit peu tout le monde. J'ai été malgré tout assez impressionné parce que je pensais que ça allait plus se casser la gueule offensivement face à un pass rush qui a pas une mauvaise réputation. Et au final, Dart a tenu le coup. Ça a été un peu trop vite parce qu'au final, la défense n'a pas tenu le coup. Les special teams coûtent une nouvelle fois très très cher. Ça, on en parlait. Le manque d'efficacité de certains kickers coûte très très cher aux franchises NFL. Avoir un bon kicker, c'est méga précieux. Je pense que du côté de Dallas, on est heureux de ce côté-là. Mais oui, belle rencontre. On a vu 2 jeunes quarterbacks à l'œuvre. On s'est éclaté. C'est pas 2 équipes que j'adore et pourtant franchement j'ai passé un super moment à regarder cette rencontre. Elle a tenu en haleine un peu tout le monde et au final malgré l'effondrement c'est vrai qu'il y a je pense que les Giants doivent s'en vouloir. Moi je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être heureux malgré tout si on est supporter des Giants parce qu'en fait on a tout simplement une équipe qui redevient performante, ce qui n'était plus le cas depuis quelques années quand même. Ouais, mais moi j'en veux un peu à Brian Daboll. L'interception, elle était vraiment bête. 3e, tu mènes au score, je suis lance. d'accord. Enfin, non, c'est pas. Il restait, on était à 27-16 au score, il restait 5 minutes. Il te restait quoi 5 minutes. Il refait le coup sur le drive, le dernier drive où il court pas, où il fait une passe, elle est incomplète, quoi. Je comprends pas. Il fait 2 fois la même erreur dans le même carton.
c'est court. Enfin, ou bien, enfin, c'est pas, moi, juste donne la balle c'est pas grave si tu prends pas le first down, tu prends et tu punts et après tu le chrono et voilà quoi. Parce qu'en plus, ils avaient le temps, parce qu'étant donné que ils pouvaient pas, enfin, ils menaient déjà, il me semble, de plus de 2 possessions d'écart. Ouais. Donc même s'ils marquaient au final, j'ai pas compris. Donc c'est un peu dommage. C'est vrai que le rushing game n'était pas aussi efficace, mais ils ont quand même plus de 100 yards. Hein. Ouais. Donc c'était pas si mal comme performance offensive de la part des Giants contre une défense des Broncos qui est pas dégueulasse par nature, au contraire. Mais bon coaching du Sean Payton et bon mental de Bonix qui n'est pas craqué jusqu'à dernière seconde. Hein. Je pense qu'il y avait un moment où si tu pariais pour la victoire des Broncos après le dernier TD des Giants, je pense que là tu pouvais te faire plein d'argent. Ouais, clairement. Parce que là clairement, ça s'est effondré, mais match qui a tenu en haleine jusqu'au bout. Mais un peu inquiétant pour les Broncos de se prendre autant de points. Les deux équipes quand même vont affronter deux Chargers séries la semaine prochaine, à savoir les Giants, les Eagles. À voir s'ils vont avoir leur revanche, les Philadelphia qui ont l'air d'être un petit peu boostés depuis cette victoire contre Minnesota. Et les Broncos, j'en parlais avant, contre les Cowboys qui offensivement, par contre, pareil, ils vont pas faire pardonner. Hein, encore une fois, je répète, la théorie contre les Cowboys, 30 points. Ouais. 30 points, si tu marques pas 30 points, tu perds. Ouais, donc attention à tout ça. Donc ça reste intéressant à savoir. Et quand même un beau match des deux équipes qui nous ont tenu à l'haleine jusqu'au bout et qui m'ont rapporté des points en fantasy, même si j'ai perdu cette semaine, ma série a pris fin. Bêtement. Bon, j'ai affronté, comme ça, sans transition, c'est magnifique. Jahmyr Gibbs. Ça m'a pas pardonné ça. Ça, je me suis pris 34-5 points dans la gueule. Parce que c'est nos deux matchs. Parce qu'on va faire un thème, on va parler de deux matchs en même temps. Lions contre Tampa et Chiefs contre Raiders. Et ma question, c'est, ça y est, parce qu'on a commencé en disant en broken NFL. Mais est-ce que ça y est, les favoris sont de retour? Les Lions et les Chiefs, ça y est, ils sont de retour au sommet ou c'était juste une bonne semaine, quelques petites bonnes semaines là? Bah, moi j'ai tendance à croire qu'ils sont quand même de retour. En tout cas pour les Chiefs, on sent la courbe de progression. Ils nous avaient habitués à de mauvais débuts de saison. C'est vrai que c'était peut-être un peu plus inquiétant que d'habitude. Sans utiliser beaucoup Kelsey, ils ont quand même été très dangereux. Une domination terrible. Après, c'est vrai que en deuxième mi-temps, les Raiders n'ont pas été aidés avec la blessure de Crosby notamment. Mais voilà, un match parfait du côté des Chiefs. Ils se repositionnent. On voit que ça peut patauger un petit peu devant. Il n'y a personne qui surdomine. Je suis curieux de voir ce que feront les Colts dans les semaines suivantes. Pour moi, les Chiefs sont sur de bons rails. Du côté des Lions, j'ai un tout petit peu plus de doute malgré tout, mais ils font une rencontre absolument parfaite. C'est quand même compliqué d'avoir quelque chose à redire là-dessus. L'une ou l'autre erreur par-ci, par-là, mais malgré tout une belle maîtrise. Un jeu au sol qui renaît, tu l'as dit, ça t'a fait très mal en fantasy, mais force est de constater que Gibbs a régalé les fans. Donc je suis content de voir les Lions se réveiller de la sorte face à une équipe de Tampa qui a été un peu décevante, il faut bien le dire, malgré tout. Avec, il me semble que... Est-ce que Evans ne s'est pas blessé encore une fois? C'est pas une blessure, une clavicule fracturée? Ouais, et je crois qu'il est un petit peu out saison là. Ouais, effectivement. Donc double coup dur pour les Bucks. On verra comment ils se relèvent, mais on sait que mentalement, Monsieur Mayfield n'a pas de faiblesse en ce moment, donc pourquoi pas les suivre et voir comment ça se réveille. Mais là, il y a eu dans ce classement du côté de la NFC, il y a quand même, dans ce power ranking, je placerais très très haut ces Lions, communauté très beau à voir. La défense a tenu aussi pas trop mal la route, effectivement. Un jeu au sol impressionnant qui a permis d'ouvrir aussi le jeu de passe. J'ai envie de dire le match parfait, un bon match. S'il cherchait un match référence, le voilà. On aurait perdu Scooby, par hasard. J'en ai bien l'impression. Scooby! Il est de retour, le numérologue. Oui, le numérologue. Alors oui, ce qui m'a un peu déçu, c'est l'attaque de Tampa Bay. Je suis surpris de la défense des Lions, pour être honnête, parce qu'on s'attendait quand même un petit shutout. Mais bon, 24 points contre les Lions, c'est pas pire. Hein. Mais par contre, marquer que 9, c'est pas terrible. Le jeu au sol...
presque inexistant. Rashad White a fait ce qu'il pouvait, mais visiblement, la blessure de Bruce fait plus mal que prévu. Mike Evans qui est vite blessé encore. On se retrouve avec Egbuka seulement seul. C'est dommage parce que j'aurais bien voir Mike Evans et Chris Godwin et Egbuka en 100%. Ça aurait été. Ouais. Je voudrais bien voir un jour voir cette attaque avec Bucky Irving. Donc, mais voilà, Stafford qui n'est pas non plus fameux, enfin pas Stafford, j'ai trop l'habitude, pardon, Jared Goff. Jared Goff. J'ai juste en retard de 10 ans. Goff qui est pas exceptionnel, mais encore une fois qui est beaucoup saqué, par contre 4 sacs. Mais bon, le jeu au sol qui a plutôt bien fonctionné du côté des Lions. Tandis que pour le Chiefs, moi, la défense des Chiefs, c'est un peu réveillé. Là, contre les Lions ou contre les Raiders, là, en l'occurrence, ils sont un peu mis les bouchées doubles et ils se sont un peu effachés. Bon, je salue quand même notre ami FMB qui disait Max Crosby, machin, Max Crosby par-ci, Max Crosby par-là. Ça n'a pas empêché les Chiefs de dérouler. À savoir qu'offensivement, les Raiders, c'était la débâcle absolue. Il faut savoir qu'il n'y a eu qu'un seul turnover, mais ils n'ont fait que 95 yards en attaque. Gino Smith qui finit à 10 sur 7, 67 yards. Et à la course, 11 sur 25. Donc c'était un peu la catastrophe absolue. Chip Kelly et Pete Carroll qui étaient un peu venus comme les saviors des Raiders à voir s'ils vont être capables de se redresser de cette franchise. Mais sinon, pour rester un peu plus dans le thème, les Chiefs, en tout cas, ils se réveillent là. Là, on retrouve un peu The Red Kingdom, on retrouve un peu les favoris de l'AFC qu'on avait trouvé très mou, pas très intéressant depuis le début de saison et qu'on n'a jamais aussi peu parlé aussi. Parce qu'on a tendance à avoir un petit peu marre de Patrick Mahomes, de Taylor Swift, de machin. Là, ça fait on n'en parle plus trop et là, il commence un petit peu à être sur une winning streak. Et là, le retour de Rashee Rice fait beaucoup de bien aussi. Alors, voilà, et c'est vrai que, en tout cas, offensivement, ça fait du bien pour l'attaque. Donc, Rashee Rice, qui n'est pas le fils de Jerry Rice. Merci, Rémi, j'ai pas oublié la dernière fois. Mais voilà, donc en tout cas, moi je pense qu'on peut retrouver en tout cas du danger du côté des deux équipes. C'est plus deux équipes à négliger. On retrouve aussi un Mahomes qui performe avec 3 TD, 0 interception. Ce qui nous avait au fond un peu manqué. Bon, je sais que d'autres non. Non. On va dire non pour moi. On va dire non pour toi. Mais voilà. Donc moi, un autre thème assez intéressant pour un autre match, moi j'avais vu 49ers Falcons, belle victoire des 49ers, il ne faut pas le négliger parce que 20-10, c'est quand même contre la meilleure défense de la NFL, enfin c'était la meilleure défense, il me semble, je ne sais plus si les Browns sont passés devant, ça aide aussi quand tu affrontes les Dolphins. Mais les victoires du coup des 49ers 20-10. Jeu au sol, on était très critiques au vrai du jeu au sol des 49ers, ça a beaucoup mieux fonctionné. Christian McCaffrey a fait un match énorme. McCaffrey, par les chiffres, il est quand même 7e, il me semble, des meilleurs receveurs de la NFL en termes de yards. En réception, en tout cas de la NFL. Donc c'était vraiment j'ai l'impression de voir Marshall Faulk pour les plus anciens. Ouais. Donc Mac Jones qui fait pas un match extraordinaire, mais Bourne, il me semble que tu connais un petit peu Rémi et Jawan Jennings. Et quand même, voilà, c'est Christian McCaffrey qui est de loin le meilleur receveur des 49ers, faut pas l'oublier. Ouais. De l'autre côté Falcons, pas un si mauvais match de Penix, mais jeu au sol assez restreint. Bijan Robinson n'a pas été très fameux. Tyler Higbee a une bien meilleure moyenne, à savoir 4 yards. Donc match assez intéressant. Et moi, la question que je pose, avec ce match-là, c'est très simple. Est-ce que Kyle Shanahan est le meilleur coach de la NFL? Et sinon, qui le sont? C'est compliqué à dire. Parce que pour rappel, Rémi, c'est celui qui m'impressionne le plus. Il gagne, il est à 5-2 avec une équipe à moitié d'hôpital. Ouais, et en plus avec un calendrier qui n'est pas cadeau non plus.
Donc, franchement, le plus méritant pour moi et le plus valuable, parce que c'est des matchs qu'ils ont gagnés avec le coaching aussi, quoi. Une victoire contre les Rams aux prolongations, vraiment à l'arraché. C'était vraiment costaud. Ils gagnent contre les Cards, c'était juste d'une courte tête aussi. Ils ont eu que des matchs compliqués. Je pense qu'ils battent les Seahawks en début de saison aussi. Non, des blessures dans tous les coins. Il doit se réinventer toutes les semaines. À chaque fois, je n'ai pas l'impression que ce soit méga sexy comme victoire, mais il arrive vraiment à tirer le meilleur du bon joueur au bon moment. Quand Mac Jones n'est pas dedans, on a McCaffrey qui fait le meilleur match de sa saison. On a un défenseur qui va faire un big play. On a Fred Warner qui n'est pas là et qui va réveiller d'entre les morts le reste de la défense. Ouais, franchement, je pense que si je dois citer un coach, ce serait sans doute lui. Parce qu'avoir un bilan de 5-2 avec une équipe qui est à la moitié à l'hôpital, c'est respect. Avec un tel calendrier, franchement, c'est respect. D'ailleurs, défensivement, les 49ers aussi sont bien améliorés. Est-ce que tu sais qui c'est le coordinateur défensif des 49ers? Ah, je ne sais pas. Eh ben, c'est Robert Saleh. Tiens, il a coaché où, j'ai oublié. Tu le connais, je sais plus. Quelle équipe aurait besoin d'un bon... Une équipe qui aurait besoin d'une bonne défense, peut-être? Ça mince. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu sais, alors les Falcons, malgré leur défaite, qui ont quand même eu une bonne défense contre la passe et une bonne défense globale, est-ce que tu sais qui c'est le coordinateur défensif des Falcons? Il doit passer par les Jets aussi, du coup. Je suppose. Non? C'était Jeff Ulbrich. Jeff Ulbrich, il a coaché où? Les Jets, juste avant, l'année dernière. Les deux étaient là l'année dernière. Encore. Un jour, on va faire une event qui s'appelle les... Et voir Todd Bowles tout gagner, ça fait quoi aussi? Ah oui, Todd Bowles, je voudrais bien qu'un jour le head coach de Tampa il soit aux Jets. Ah bah oui, il y était. Bon, si je parle de Sam Darnold, je vais commencer à pleurer là. Quel enfer. Ah, Sam Darnold là qui nous a encore fait un match stratosphérique. Mais en tout cas, pour rester dans les coachs, parce que c'est ça plus le thème, franchement, moi, celui qui m'impressionne, je le dirais en dernier parce que c'est un peu pour faire la transition. Mais moi, il y a déjà des coachs qui me séduisent moins qu'avant parce que je préfère commencer par ça. J'ai l'impression que c'est moins des inventeurs qu'avant. Je veux dire, Ben Johnson, c'est super sympa ce qu'il fait, c'est très rigolo. Mais voilà, moi j'aime bien les innovateurs terrain et dans leur manière de faire, genre Bill Walsh, Don Shula. Voilà, je t'ai cité deux dinosaures. Ouais, mais c'est des mecs quand même, mine de rien. Don Shula, il faut pas oublier, c'était quelqu'un qui a gagné avec différents systèmes, différentes manières de le faire et qui a le plus de victoires all-time de la NFL. Mais sinon, moi, malgré tout ce qu'on peut dire, John Harbaugh est extraordinaire. Avec ce qu'il a fait avec les Ravens. Andy Reid qui est aussi absolument incroyable. Moi, je rends hommage quand même, parce qu'il faut rendre hommage, même quand ça va pas bien, à Jeff Sutherland, le coach show-line des Eagles, pour tout ce qu'il a fait pour le football et tout ce qu'il a fait pour la ligne des Eagles, qui est une des tout meilleures de la NFL. Et on met de côté. Mais pour moi, je pense que le coach, chaque semaine, il m'impressionne. Chaque année, c'est un disciple de Shanahan. Monsieur Sean McVay. Sean McVay, ouais, ça fait partie des top coachs sur le long terme. Ça, on est d'accord que... Et Sean McVay qui a affronté pour notre dernier match de la semaine Jaguars-Rams, un match que tu étais très content d'aller à Londres. Tu m'as dit, ouais, ça va être serré, ça va être un beau match. Raclé, victoire des Rams 35-7. Et moi, ma question, c'est, moi qui, il y a 2 semaines, je me rappelle, je faisais Duval. Est-ce que c'est la fin de l'hype? Je pense est-ce que Liam Cohen, est-ce que j'ai bien fait d'oublier Liam Cohen dans ma liste des meilleurs coachs? À mon avis, tu as très bien fait. On a une équipe qui s'est totalement effondrée. On les attendait à chaque fois, enfin toutes les années, on les attend un petit peu. Ils ont fait un bon début de saison. Et on se rend compte qu'ici tout s'effondre et c'est vrai que Lloyd n'était pas là et défensivement ça reste la pièce maîtresse de l'équipe pour moi cette année, mais l'excuse ne suffit pas parce que offensivement Lloyd ne joue pas et l'offense était catastrophique. Pour moi le gros problème a été là. Tu peux accepter de te faire rouler dessus par ces Rams-là, même s'ils n'ont pas Puka, c'est quand même inquiétant de les voir se balader autant, mais Stafford ça reste un des meilleurs quarterbacks de la ligue, c'est un gars qui sait ce qu'il fait.
La ligne offensive s'est plutôt pas trop mal comportée et il a quand même des receveurs qui sont pas trop dégueux. Donc on se dit bon, allez, on va prendre des points, on peut prendre 28 points dans les dents et l'accepter. En face, on va essayer d'en scorer. Pour moi, ils ont même pas essayé de scorer. Ça a été catastrophique du début à la fin. Lawrence n'a pas été bon, ses receveurs n'ont pas été bons. Washington, particulièrement pour moi, fait quelques erreurs qui peuvent coûter très cher. Travis Etienne n'a pas sauvé l'équipe quand il pouvait. Non, c'était un naufrage collectif. Et là où je suis inquiet, c'est que j'ai l'impression que à tous les niveaux, ça avait l'air faible, ça avait l'air incertain, ça avait l'air de douter. Donc je pense que c'est peut-être le match de la bascule. Je m'étais dit que le gagnant ferait les playoffs et que le perdant ne les ferait pas, mais là, je ne fais que confirmer ce que je pensais. Parce qu'on a tout simplement des Jacks qui montrent 2 semaines de suite des très grosses, voire des trop grosses lacunes. Et en face, on a des Rams qui par contre brillent. On a une défense qui pour moi a performé un petit peu au-dessus de ses standards habituels. Ils m'ont vraiment bluffé. On a un Verse qui continue un petit peu sur sa lancée de l'année dernière, qui est l'un des défenseurs dont on parle pour moi pas assez. Et voilà, franchement, match à sens unique, c'est vrai que c'est pas les plus agréables à voir, mais c'était quand même agréable de voir un Matthew Stafford des grands soirs. Pour l'anecdote, Stafford qui a fait quand même 5 TD, 0 interception. C'est assez rare de pouvoir le souligner. Davante Adams, comme tu disais, 5 catchs, 3 TD. Il nous a presque fait pour ceux qui connaissent, une Randy Moss en Thanksgiving. Ouais, pour ceux qui se rappellent, contre Dallas, 3 TD, 3 réceptions, 160 yards, 3 TD. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Rien que ça. Il n'y a plus rien à voir. Mais sinon, moi, Stafford, cette année, j'ai l'impression que c'est un peu comme les quarterbacks de manière générale. Ça se bonifie avec l'âge. C'est comme un bon vin. Il a 37 ans, il nous fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. 1800 yards à la passe, 17 TD, seulement 2 interceptions. À savoir que je vais quand même piocher une petite stat intéressante. Et j'ai vu que contre l'AFC, il est à 68% de passes complétées, 1009 yards et 7 TD, 0 interception. Donc peut-être qu'il y a un petit truc avec l'AFC. Mais voilà, je trouve quand même assez impressionnant Stafford. Et en fait, on voit ici quand même le génie de Sean McVay, parce que tout le monde dit la résurrection de, comment il s'appelle, notre ami Mayfield, c'était à Tampa. Mais avant, il est passé à Rams, et à mon avis, au Rams, il a beaucoup appris. Ça l'a beaucoup aidé. Je me rappelle ce match où il a fait un first day night en 2 jours, il devait se préparer, il a gagné. Et Darnold aussi, il est passé par les 49ers, par Kyle Shanahan, parce que Mike, ça fait un moment qu'il est parti. Kyle Shanahan, qui pareil, lui, à mon avis, l'a beaucoup aidé à former, qui lui a permis d'être aussi bon aux Vikings, et maintenant, qui détrône tout à Seattle. Seattle qui a gagné contre Houston, juste pour le citer, et pour que je pleure encore en voyant à quel point Darnold est bon. Ouais, après, si tu dois attendre, malheureusement, il a été drafté en quelle année, Darnold? 2018. 18, si tu dois attendre en 7 même temps que Mayfield, Josh Allen. Mais peut-être que c'est ça la clé. Peut-être que la clé, c'est au lieu d'être pressé, c'est de l'aider derrière à développer 2-3 ans. Et après, tu le mets ici. Tu peux pas toujours t'attendre que les mecs arrivent et soient les meilleurs au monde. Je suis d'accord. Alors qu'ils sont mal accompagnés, certains. C'est terrible. Ouais, on en a parlé, hein, l'impatience dans la NFL. Mais c'est pas simple. Après, ceux qui l'ont toujours fait un petit peu moins cette fois-ci, mais malgré tout, ça reste les Packers, qui reste un exemple on a un bon quarterback, on sait, on va le couver un petit peu, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, 3 ans peut-être. Mais en attendant, ça reste une solution vraiment idéale. Et force est de constater que quand le mec monte sur le terrain, il a des armes, il a une expérience que les autres n'ont pas. Je pense à ce pauvre Cam Ward qui va passer une très longue saison et peut-être une très courte carrière. Ah, mais il y a des gens, ils sont déjà en train de mettre Cam Ward sur le bus. J'ai dit, les gars, Cam Ward, l'équipe globale n'est pas au niveau. Elle est catastrophique, l'équipe. Elle est catastrophique. Et c'est pour ça que moi, on en parle la semaine dernière, mais il y a plein de fans des Tennessee qui ont célébré le licenciement de Brian Callahan. Mais j'ai dit, les gars, très mauvaise idée.
je sais pas si c'est bien. Et j'avais souligné tous les premiers tours là depuis quelques années, leur coach se fait virer depuis Bryce Young, il me semble. Non, même depuis Trevor Lawrence, pardon, un an avant. Donc chaque année, le premier draft, ah ouais, c'est bien, allez, t'es nouveau coach, je te vire. Donc rien le temps de faire, ça va trop vite, il y a trop d'argent en jeu, et donc du coup ça gâche un peu à ce niveau-là. Mais alors ça me permet de faire un aparté puisque j'aime bien faire ça, mais autant à NFL pour le moment il n'y a eu qu'un seul licenciement, autant en NCAA je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on va avoir le même. Tout le monde est viré. Ça va vite. Ça va vite. Boum, allez, licenciement. Parce qu'il y en a quand même au moins 3 ou 4 que j'ai de tête qui sont sur la select. Hein. Je pense que c'est les prochains. Hein. Brian Kelly, McNorvell, notamment. Je pense que la fin de saison, on va pas les voir ici. Hein. On va pas, voilà. Donc, un jour, on parlera NCAA. Un jour, on fera une émission spéciale NCAA parce que la NFL. C'est marrant, on maîtrise bien, on connaît bien, ça, il n'y a pas de problème, et c'est assez carré. Bon, alors la NCAA, tu tournes la tête une seule seconde, il se passe un truc, une dinguerie, t'as rien compris. C'est boum, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle de dinguerie en NFL, on comprend plus rien. En NCAA, Vanderbilt qui bat LSU, c'est pas arrivé depuis, il me semble, 1950. Donc voilà, c'était pas hier. Bref, merci pour cet aparté. On va parler maintenant de l'image de la Week 8. Rapidement, on va faire nos pronos, hein, parce qu'on a un peu le but de la page. On est là pour ça. Même si à chaque fois, maintenant, il y a plein. En plus, la semaine prochaine, intéressante. C'est pas forcément les matchs les plus beaux sur le papier, mais moi, je trouve que c'est une semaine assez serrée. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Ouais. Vikings Chargers. C'est dur. Le match des déceptions, un petit peu, quelque part. J'ai envie de Je vais donner les Chargers vraiment sans aucune conviction. Parce que je trouve que Wentz, c'est pas exceptionnel. Ici, il a fait un match moins mauvais, même si j'en parlais avec notre très cher Olivier Rival. Je pense que si Wentz fait un bon match, le match est dans la poche des Vikings face aux Eagles, qui m'ont pas trop convaincu malgré l'énorme match de Hurts. Mais je donne mon avantage aux Chargers. Je pense qu'ils ont les armes pour gagner. Moi, sans conviction. Ouais, pareil. Je trouve que j'aurais pu dire pendant longtemps le meilleur coach Jim Harbaugh, hein, qui a gagné à Michigan. Ça aurait été drôle. Je sais pas, Jim McCarthy va jouer ou pas. Comme ça, il pourra retrouver son petit poulain au final, parce que c'est grâce à McCarthy qu'il a enfin son titre NCAA. Mais bon. Moi, je ne parlerai pas trop de Jim Harbaugh en NCAA parce qu'il y a toujours une commission en cours. Mais non, mais c'est vrai que ce n'est pas un début de saison très glorieux des deux équipes. Et c'est assez compliqué, pour être honnête. Voilà, je dis Chargers, mais sans grande conviction aussi. Deuxième match, Bengals-Jets. Joe Flacco qui retrouve les Jets. Truc qu'on a tous attendu. Tiens, d'ailleurs... Ça me fait penser, Joe Flacco qui a battu les Steelers avec les Bengals. Ouais. Ah, il a battu avec toutes les équipes de la division alors. Eh ben non, il a jamais gagné avec les Browns. J'étais persuadé. Non, par contre, il a gagné avec les Colts. Il a gagné. Purée. C'est moche, hein. J'ai fait la recherche avant parce qu'on avait parlé de Fitzpatrick qui avait battu les Patriots avec toutes les équipes de l'AFC Est. Eh ben non, je pensais que Joe Flacco l'avait fait la même, mais non, il n'a jamais gagné avec les Browns. Par contre, il a gagné avec les Colts. Voilà. On va retourner chez les Browns assez vite, hein, de toute façon. Ah putain, pardon. On est bien ça après, je pense. Ouais, oups. Ah purée, Jets Bengals, bon moi j'ai quand même dit les Jets parce que voilà, mais en fait c'est vraiment décevant à un point où enfin la défense se fixe, enfin la défense elle fait plutôt le job, mais par contre offensivement il n'y a plus rien, donc moi je suis fatigué, pour faire simple, la dernière fois que les Jets sont allés en playoff, j'étais en train de passer mon brevet. Et maintenant, je vais avoir 30 ans. Donc, je suis un peu fatigué. Je voudrais bien du changement, mais là, comme dirait un ancien président, le changement, il n'est pas pour maintenant, visiblement. Mais je ne sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser. Les Bengals sont favoris pour ce match-là, c'est chez eux. Mais Bengals qui ont fait quand même une belle prouesse offensive.
Mais bon, ça peut pas être le match de l'année, mais voilà. Moi, je dirais allez voter Bengals, faites pas comme moi. Ouais, je donne mon avantage aux Bengals après la rencontre de cette semaine. Comme tu dis, les Jets, ça devient désespérant. Quand ils scorent 30 points, ils en prennent 40. Et quand leur défense tient le coup et ne prend qu'une quinzaine de points, ils n'arrivent pas à en taper 20. Je ne sais pas sur quel pied danser, mais toujours est-il que cette victoire, elle va bien finir par tomber. Et cette semaine, ça fait partie des semaines où c'est envisageable. Écoute, moi je suis plus à ça près en termes de défaite. Hein. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit Scooby, il souffre là avec les Jets. Moi, j'ai dit non, ce n'est plus de la souffrance quand c'est permanent. Bears-Ravens. Alors, Bears-Ravens, c'est assez marrant. 4-2 Bears, Ravens 1-5. Ravens, c'est largement favori parce qu'il me semble que Lamar est de retour. Au retour de Lamar, ouais, exactement. Si Lamar joue, effectivement, je pense que les Ravens offensivement peuvent faire le travail. Par contre, s'il ne joue pas. Voilà, vous savez pour qui voter. Ouais. S'il ne joue pas, il n'y a absolument aucun monde où les Ravens gagnent. Et s'il joue, je pense que les Ravens doivent effectivement gagner et devraient gagner. Mais ce sera un match plus serré qu'on ne l'imagine. Les Bears sont capables d'ennuyer pas mal de gens avec un jeu qui malheureusement est irrégulier. Encore une fois, ils l'ont été cette semaine. Ils peuvent dominer 2 cartons et puis s'effondrer complètement dans un carton. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire contre Lamar Jackson. Mais avantage Ravens avec Lamar, mais franchement, je pense que ça peut être un match relativement intéressant malgré tout. Ravens qui ont quand même beaucoup plus à jouer parce que les Bears à 4-3, ce serait pas pire. Caleb Williams qui fait une saison correcte. Mais si les Ravens perdent, ils sont à 1-6, là ça chauffe beaucoup. Pour un des gros favoris de l'AFC. Prochain match, Dolphins-Falcons. Ouh là là. Moi, j'ai peur que les Dolphins marquent pas, presque. Parce que les Falcons, ils sont pris 20 points contre les 49ers. On a vu toutes les qualités qu'on peut leur trouver. Les Dolphins n'ont pas autant d'armes que les 49ers. Et les Falcons ont encore une excellente défense. Il ne faut pas les négliger malgré la défaite. Et les Dolphins n'ont pas une défense fameuse pour rester courtois. Donc, je pense quand même que les Falcons vont gagner ce match-là. Et je pense que, je sais pas, Mike McDaniels, il est dans un feu, le hot seat, il est bouillant, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est plus bouillant, là. Il doit être dehors, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un match qui va être perdu parce qu'en face, on a une équipe qui sait jouer au football. Ils vont essayer de retrouver leur running game parce que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez jouable, voire facile de rouler, de marcher sur cette défense de course. Et il y a quand même un running back qui est pas trop dégueu, qui voudrait se rattraper de son mauvais match de cette semaine. Donc là, pas trop de suspense. Et on parlait des équipes à 1-5. Ça arrivait 3 fois qu'une équipe à 1-5 se qualifie pour les playoffs. C'était les Commanders en 2012, les Colts en 2018 et les Chiefs en 2015. Il faut savoir que les Commanders 2012, c'était incroyable. Ouais. Moi, je le dis, c'était incroyable. R.J. Free, les débuts avec Alfred Morris, c'était incroyable. D'ailleurs, il me semble que c'était un joueur qui était drafté cette année-là, qui nous a quittés, le rendre un petit hommage à Doug Martin, running back de Tampa Bay. Vessel Hamster, qui est très jeune. On le rend hommage et c'est assez triste de voir ces jeunes joueurs parce que j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Dominic Thomas qui est quand même mort à 33 ans. C'était tous des joueurs qu'on a vu jouer. Et en plus, c'est pas des vieux joueurs qu'on a vu les années 60. Non, c'est des gens, ils ont été draftés là. Quoi. C'était il y a quelques années, donc voilà, on leur rend hommage. Ouais, effectivement. C'était voilà. Mais oui, effectivement, sinon pour parler des Chiefs en 2015, c'était les grands débuts d'Alex Smith, il me semble. Non, c'était après, pardon. Et tu as dit quoi, Colts 2018 ? Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle, c'était la dernière fois que les Jets ont massacré les Colts. Voilà. Sinon, prochain match, Bills Panthers. Et moi, je ne pensais pas dire ça en début de saison, mais attention. Il y a match. C'est incroyable de dire ça, mais il y a match. Et si on voit l'état de forme des deux équipes, c'est avantage Panthers. Mais je pense que les Bills doivent se ressaisir. Ils sortent d'une bye week qui leur a sans doute fait le plus grand bien. A priori, c'est un match maîtrisé, mais c'est bien. C'est un chouette test pour voir un petit peu où en sont réellement ces Panthers. Il joue Bryce Young ?
Normalement, il devrait jouer, je pense, mais je suis pas sûr. Sans Bryce Young, par contre, on est d'accord que... Mais Après, tu sais qui c'est le Red Rifle. C'est le Red Rifle. Ah bah oui. Non, mais ce qui est drôle, c'est que tu parles bien d'Andy Dalton. Ouais. Tu sais qu'Andy Dalton à Buffalo, c'est un héros. Ah oui, ben oui, c'est le fameux touchdown contre les Ravens, c'est ça, hein, je pense. Fin de saison qui qualifie les Bills aux playoffs. Qui est pour la première fois en presque 20 ans. Ouais. À savoir que il me semble que celui qui a marqué, c'est Boyd et tout le monde s'en fout. Hein, jamais on a parlé de lui. Mais Andy Dalton, par contre, il a reçu des lettres du monde entier, des fans des Bills, d'Allemagne et tout. Mais vraiment, c'est un héros. À Buffalo, ils ont construit sa statue. Hein. Je viens de voir un peu les stats des deux équipes Panthers-Jets dans le match. Moi, c'est quand même un peu catastrophique, les deux attaques. Hein. C'était horrible. Ce match-là a été catastrophique. Beaucoup mieux quand même de la part des Panthers. Hein. Les Jets, c'était horrible. Je veux dire, Justin Fields, ok, mais bon, si on le bench pour mettre Tyrod Taylor qui nous fait un match... voilà. Bref, mais voilà, moi je pense que les Panthers peuvent tirer les verres du nez aux Bills, mais bon, Buffalo reste quand même favori, mais attention. Je pense que si... Qui l'eût cru Qui l'eût cru, mais c'est pas impossible. Hein. Si les Panthers battent les Bills, là, on arrête. Prochain match de qui l'eût cru, 49ers Texans. À ma grande surprise, Texans favori. Texans favori? Ouais, le spread est à 1,5 points pour les Texans. Oh, là, franchement, non, moi je vais pas sur les Texans. Je touche pas à cette équipe cette année parce que ils sont très décevants. Ici, ils se sont fait rouler dessus contre les Seahawks. On a un CJ Stroud qui est vraiment plus très performant. Et surtout, on a un running game qui est ridicule, quoi. Je pensais vraiment que Nick Chubb allait pouvoir faire du bon petit boulot. Je sais que c'est plus l'énorme star ou le bon joueur qu'il a pu être. Mais le running game est inexistant. Le jeu de passe, voilà, il y a quelques erreurs. Stroud n'est pas retrouvé. Et donc, ouais, non, je pense que ces Niners dont on a parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, etc. Mais c'est une équipe qui tourne plus, qui est mieux coachée et qui, pour moi, pourrait ou devrait gagner. Oui, à ne pas oublier que un petit truc fait marrant, parce que oui, effectivement, il y a 2 ans, on voyait les Texans, ça y est, nouvelle franchise, René, CJ Stroud, Bob Slowick, leur coordinateur offensif, etc. Bon, semaine précédente décevante, mais ils sont quand même allés en playoff. Bob Slowick a été licencié, leur coordinateur offensif. Est-ce que tu sais où il est? Ah non, je ne sais pas. Aux Niners, du coup. Non, il est passing game coordinateur aux Dolphins. Voilà, lui, il a vécu une bonne école. Il est quand même passé de top coordinateur offensif de la NFL à peut-être futur head coach comme Ben Johnson. Je me fais virer. Je suis dans la pire équipe de la NFL à la passe. Donc, il y a des gens, ils ont des vies des fois. Le destin qui fait mal, quoi, par contre. Bah oui, donc, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne comprends pas. Alors, le seul truc que je peux comprendre, c'est vrai que Texans, je le répète, ils ont quand même une belle défense. Ouais. Très belle défense. Vrai. Mais bon, 49ers, ils peuvent se débrouiller aussi. Et je pense que c'est le match le mieux rodé, même si c'est à Houston, au Energy Stadium. Pour l'anecdote, j'y suis déjà allé. J'ai vu DJ Watt faire un sac. J'ai vu l'énormissime. J'ai vu Josh Allen en hockey. Ouais. Mais j'ai vu l'incroyable, son backup, j'ai oublié comment il s'appelle. Nathan Peterman. J'ai vu Peterman, non, c'est un Pixis. Ah là là. Ah ben oui. Pour changer. Tu l'as vu jouer, quoi. Ouais, Peterman, pour anecdote, il me semble contre les Chargers, il a fait 5 pics en une mi-temps. C'est un génie. Peterman, c'est fantastique. En parlant de grands quarterbacks, quand même, il faut qu'on avance. Giants, Eagles. Moi, j'ai dit Eagles, mais attention, moi, je suis pas encore convaincu, surtout de l'absence du running game des Eagles. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être un match serré. Je pense que le côté revanche et division, rivalité, etc. va peut-être faire basculer l'affaire, mais je donne mon avantage aux Eagles, mais attention, parce que ça va pas être un match facile du tout, face à des Giants qui peuvent embêter un petit peu tout le monde.
Hurst que je trouve bien meilleur à la passe précédemment. Ouais. Je sais pas, peut-être que ça a cliqué, peut-être que les défenses sont quand même bien mieux rodées contre le running game des Eagles, mais en tout cas à la passe, ils ont réussi à faire de belles choses. Qui aurait cru au début de saison que Scalebo aurait plus de yards que Barkley? Voilà, ça aussi, et plus de touchdowns. Ensuite, Browns Patriots. Oh la vache. Moi j'ai dit Patriots, mais moi il y a quelqu'un quand même qui a fait une souligne remarque, c'est que les Patriots, leur calendrier, c'était pas le plus grand calendrier du monde. Hein. Non. Ils ont battu une équipe à positif, à savoir les Bills, et ils ont perdu quand même contre les, si je dis pas de conneries, contre les Steelers. Et contre les Raiders. Positive qu'ils ont affronté. En ouverture. Et contre les Raiders. Ouais, bon, ça c'est l'ouverture. Mais leur victoire, sinon, c'était les Titans, c'était les Jets, c'était les Saints. Et, on va se rappeler les Bills, et du coup, c'est celui dont on disait, et les Dolphins. Bon, voilà, Dolphins, le bottom tier. Exactement. Non, ils ont joué des très petites équipes. Je suis curieux de les voir dans des vrais tests. Et c'est pour ça que je vois pas ils sont grandissimes favoris selon les bookmakers. Alors pour moi, ils sont favoris, oui. Mais je pense qu'on a peut-être tendance à en faire un petit peu trop parce que c'est une équipe qui n'a pas du tout de running game, malheureusement. Et ça leur manque. Et ici, Stevenson a fait des yards, oui, mais contre une défense qui ne sait pas défendre face à la course. Et donc attention face à cette défense-là. Attention parce que la défense des Pats peut être friable aussi. Je les mets favoris, je les mets gagnants, mais je pense que le match sera plus serré qu'on ne l'imagine. Ça m'étonnerait pas que ça se finisse avec maximum 3 points d'écart. Et pour l'anecdote, je boude Henderson. Hein. J'ai préféré mettre Njoku cette semaine qu'Henderson. Il m'a saoulé. Je comprends. Il n'est pas fantasy friendly. Buccaneers Saints, attention. Moi, je dis quand même, vous voulez pas me croire, mais je dis attention parce que Saints sont pas si horribles que ça. Ouais. Offensivement, ils scorent pas beaucoup, c'est vrai. Mais voilà, par contre, les Seahawks, c'était assez serré, hein, leur match globalement. Kellen Moore fait ce qu'il peut, il n'a pas un roster ultra étoffé. Hein. Et les Bucks sont un peu fatigués avec la semaine dernière, donc à voir si ça les relance. Ou moi, j'ai quand même dit les Bucks, mais attention quand même à ce match-là, c'est pas le match où il faut parier. Ouais, se méfier toujours de ce genre de rencontre un peu piège. Les Bucks doivent se sortir du trou. Je vois quand même une équipe de Tampa qui va être un petit peu révoltée à l'idée de montrer qu'ils peuvent se relever après l'échec. En parlant de match à pas parier, un autre match où la spread est énorme, 15 points favoris, Colts Titans. Ah bon. Pour avoir vu les Titans, c'est quand même compliqué l'affaire. C'est quand même là, on a quand même les deux extrêmes. On a l'équipe qui surprend tout le monde, qui est la meilleure équipe de l'AFC, hein, et il me semble de la NFL. Hein, de la NFL, ouais. De la NFL tout court, avec 6-1, les Colts, avec Daniel Jones qui est très bon, avec Jonathan Taylor qui est stratosphérique, 10 touchdowns, on n'a pas vu ça, j'ai l'impression qu'il va battre le record de LT, Ladian Tomlinson. Ouais. Et de l'autre côté, on a les Titans qui sont quasiment inexistants. Moi, j'ai le début de match contre les Patriots, c'était pas mal, mais ils se sont effondrés. Ouais. Plus de head coach. J'ai l'impression que la théorie du head coach viré, ça fonctionne quand NCAA. Ça a UCLA depuis que le head coach est parti, ils n'ont pas perdu un match. Mais en NFL, ça fonctionne pas trop et j'ai peur que ce soit trop élevé et que ce soit un match où ils peuvent mettre 50 points les Colts. Ouais. Oui, c'est un match où ils peuvent scorer effectivement beaucoup. Curieux de voir comment la défense va se comporter, mais comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de suspense, donc ouais, les 15 points, je sais pas si c'est grossier ou pas, mais en tout cas, ils sont grandissimes favoris. J'aimerais bien voir les Colts jouer contre une plus grosse franchise, mais leur calendrier n'est pas non plus ahurissant. Il y a un match très intéressant, un déplacement chez les Chiefs dans quelques semaines. Je crois que ça pourra valoir le coup d'œil. Voilà. Ensuite, pour les matchs de la semaine prochaine, un autre match qui va être bien, Cowboys-Broncos à Denver. Celui-là, attention, c'est un très gros match. Très sympa. Très serré. Moi, je sais plus trop. Je pense que j'ai peut-être dit Denver comme ça, Broncos, j'ai dit l'inverse. J'ai peut-être dit les Broncos parce que c'est à Denver, mais Cowboys, notre théorie, elle est simple. Si Denver ne met pas 30 points, ils ont perdu. Parce que les Cowboys vont les mettre contre n'importe qui.
Ouais, mais le truc, c'est que je pense que Bonix est capable de scorer aussi 40 points face à cette défense des Cowboys. Donc, mais beau match en perspective. Je pense que pour les amateurs de jeu offensif, c'est peut-être le match à regarder. Oui, Dallas, on le rappelle, meilleure attaque NFL en 390 yards. Et ils sont deuxième en termes de points, juste derrière les Colts. Mais en tout cas, match très serré. Peut-être Broncos, étant donné que c'est au Miles High. Mais bon, il me semble que Denver-Dallas, en avion, ça va. C'est pas non plus l'autre bout du monde. Donc ça reste... voilà, on sait jamais. Ouais. Ensuite, prochain match. Alors là, on a le match que tout le monde rêvait de voir. Packers-Steelers. Ah, le retour. Voilà. Le retour, le Aaron comeback. Rodgers, le comeback. Il me semble pas que les Jets ont joué les Packers. Donc, c'est pas au Lambeau Field, c'est au Owen Stadium. Mais match qui va être historique pour comprendre. C'est Aaron Rodgers qui va rejouer contre les Packers, le club où il a, Sa franchise. où il a tant gagné de MVP et un Super Bowl. J'ai dit Packers. Un Super Bowl face aux Steelers d'ailleurs, non? Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Face aux Steelers. T'as vu ça, c'est corruption ce soir. C'est le grand complot. C'est le grand complot ce soir. C'est la numérologie des complots. Mais tu sais quoi? C'était quelle date? C'était pile il y a 15 ans. Non, c'est une date. Non, mais par contre, c'était il y a... Oh, je suis vieux. C'était en 2011. Ah, c'est il y a 15 ans, en fait. C'est 0 van. Ouais, c'est ça, littéralement. Ça fait mal, hein. Ça fait très, très mal. Ah, tu sais, qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est que c'est la dernière fois que les Jets ont gagné un match de playoff, c'était durant cette série-là. Leur dernier match de playoff, c'était contre les Steelers en janvier, contre Big Ben, avec un rookie, Antonio Brown. Oh là là, t'imagines? Oh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non. Mais en tout cas, oui. Donc les Packers, ils ont plus quand même notre ami Charles Woodson, mais quand même défensivement, ils restent solides, ils restent sympas à regarder. Et ça va pas être un match facile, hein, loin de là. Hein. Non. Mais quand même, je vois quand même les Packers un peu au-dessus, mais intéressant quand même à savoir pour qui va gagner. Ouais, ça va être un match super intéressant. Je pense que ça peut être spectaculaire aussi. On aura une belle rencontre. J'espère voir des Steelers très motivés à l'idée de secouer les Packers. Ça pourrait donner quelque chose de sympa. Avantage Packers quand même parce qu'on est beaucoup plus complet. Ouais, je pense aussi. Mais bon, ça peut être un match sympa. Alors, je resterai pas éveillé parce que flemme. Mais un match à regarder. Enfin, Commanders contre les Chiefs. Match, c'est un peu compliqué. Il y a 2-3 matchs, j'aurais dit attention, gros match. Ouais. Là, je suis moins convaincu par l'attaque. Alors, j'ai vraiment encensé Cliff Kingsbury parce que je trouve que n'importe où il est allé en NC, j'ai toujours été très fan de lui. Ce qu'il a fait avec Johnny Football, avec les Texas A&M, Case Keenum, Patrick Mahomes, etc. Mais d'ailleurs, c'est le retour parce que le head coach des Commanders, c'était des Texas Tech, c'était ça prouve que l'émission est trop longue. Le head coach des Texas Tech quand Patrick Mahomes y était, c'était Cliff Kingsbury, le coordinateur offensif des Commanders. Mais bref, oui, ils sont un peu décevants. J'avais toujours encensé leur jeu au sol, mais il est un peu descendu de niveau, leur attaque globale. Daniels, je ne sais pas s'il va jouer ou pas finalement, c'est un peu incertain. Est-ce qu'on va avoir Marcus Mariota? Et on en disait juste avant, les Chiefs, ils sont dans une bonne dynamique offensivement et défensivement surtout. Moi, je les vois quand même pas, je les vois pas perdre ce match-là. Je vois quand même, ils sont quand même favoris de beaucoup, hein. 12 points, voilà. Ouais, non, Chiefs grand favori, surtout à domicile. En déplacement, je me dis bon, pourquoi pas. Mais là, on a une équipe qui est en phase ascendante et une équipe qui est en phase descendante, qui a été très décevante. Un Daniels qui est un peu incertain. Un jeu au sol qui était clairement la marque de fabrique de l'équipe, qui n'a pas tourné la semaine dernière face à une défense qui est normalement assez friable. Donc je vois pas trop comment il pourrait s'en sortir, mais bon, on sait que sur une rencontre tout peut arriver. Je vois pas trop comment ça pourrait être le cas, mais à part un début de rencontre catastrophique de la part des Chiefs. Mais à domicile, je n'y crois pas une seule seconde. Ouais, donc alors moi je quand même le mot de la fin.
Rémi, on s'est promis de ne plus jamais dire jamais. C'est vrai. On sait c'est jamais. vrai. On va avoir une drôle de tronche la semaine prochaine quand on va devoir débriefer la victoire des Titans contre les Colts. Ouais. Donc, moi, mais attention. D'ailleurs, on a oublié de mentionner, mais Bills contre Panthers, c'est aussi la première attaque de la NFL au sol, à savoir les Bills, contre la troisième attaque au sol de la NFL, à savoir les Panthers. Oh. Ça va être marrant, ça aussi. Atlanta qui est la quatrième attaque au sol, hein, quand même toujours. Mais voilà, donc c'est assez intéressant de relever certains points. Et j'arrive pas à expliquer comment, mais la meilleure attaque à la passe de la NFL, c'est les 49ers. Voilà. C'est incroyable, cette stat est incroyable. Cette stat, elle est incroyable elle-même. Je pense que c'est les sacs. Je pense qu'il y a très peu de sacs du côté des. Enfin, contrairement à d'autres équipes, il faudrait que je vérifie ça. Mais je crois que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez ouf comme stat parce que c'est loin d'être le meilleur Mac Jones pour le moment. Ouais, clairement. Et puis Purdy n'était pas un monstre de statistiques non plus. Donc, d'ailleurs, tu as vu que UNC a joué contre Cal en Californie du Nord, et que Kendrick Bourne, ancien receveur des Patriots, est venu lui dire bonjour. Tu sais ce qu'il lui a dit? Non, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit: Mac Jones te passe le bonjour. Et voilà, c'était le mot de la fin. Des petites blagues, ça fait toujours rire. On peut terminer là-dessus. C'est vraiment, on rigole bien, on s'amuse bien. C'est le but de l'émission. On est là, on discute de NFL. N'hésitez pas à commenter, à partager. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Tout dans la légalité, tout est propre. Ne vous inquiétez pas. On parle. Quand on ne fait pas de paris d'argent. On n'incite personne à parier, faites pas ça. Voilà, c'est pas bien, on peut devenir addictif, ne faites pas ça. Par contre, un pari gratuit, ça, c'est un petit plaisir. Par contre, voilà, les pronos NFL, on perd pas d'argent, mais on gagne la gloire, c'est déjà beau. C'est quand même la plus belle des manières, c'est d'être heureux envers soi-même. L'argent, c'est téméraire, mais la gloire est éternelle. Voilà. Et vous finissez au Hall of Fame après. Et votre nom sera affiché jusqu'à que le site soit banni. À jamais. Voilà. À jamais. C'est magnifique. Hits the mark in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La mini canica s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people out.